Quand j'ai commencé à examiner les photographies des gares parisiennes des années 1880 à 1890, je m'attendais à trouver des grues, des échafaudages, des campements d'ouvriers, des preuves de construction. Mais les premières photographies que j'ai trouvées montraient des gares déjà complètes. Pas de phase de construction documentée, juste des structures finies avec une précision de pierre impossible et des infrastructures hydrauliques souterraines déjà fonctionnelles. Les photographies de 1889 de la gare de Lyon montrent zéro débris de construction, des éléments ornementaux parfaitement finis et des systèmes d'eau en sous-sol sans aucun registre d'installation. Des gares de plusieurs étages avec des réseaux hydrauliques souterrains apparaissant en 2 ou 3 ans avec des effectifs qui ne pouvaient physiquement pas extraire, transporter, tailler et installer la pierre visible. Je m'attendais à des photographies de construction, à des chronologies, à des registres d'ouvriers. Cette illusion s'est effondrée quand j'ai trouvé des photographies d'achèvement datées d'avant le début officiel des travaux. Ces gares n'ont pas été construites par la Troisième République. Elles ont été héritées, réaffectées et revendiquées. Quand j'ai commencé mes recherches sur la gare du Nord, je m'attendais à trouver ce que l'on trouve pour tout grand projet de construction du 19e siècle. Des photographies de chantier, des registres détaillés, des témoignages d'ouvriers. La chronologie officielle indique une construction entre 1860 et 1865. 4 ans pour ériger une structure de 70 000 m² en pierre taillée avec une façade ornementale, sculptée. Les effectifs documentés montrent 200 à 300 ouvriers. J'ai cherché les photographies de construction. Elles n'existent pas dans les archives nationales françaises, pas dans les collections municipales, pas dans les bibliothèques privées. Ce qui existe, ce sont des photographies d'inauguration de 1865 montrant une structure complète. Aucune zone de stockage de matériaux visible, aucun vestige d'échafaudage, aucune trace de chantier. La photographie était pourtant largement répandue à Paris dès 1860. D'autres projets contemporains, bien moins ambitieux, possèdent une documentation photographique extensive. Mais pour la gare du Nord, rien, comme si elle était simplement apparue. J'ai examiné la précision de la pierre dans les photographies d'archives. Des arêtes trop nettes, des surfaces trop lisses, des rainures trop uniformes, une précision qui nécessite aujourd'hui des outils diamantés. Les contrats de construction existent, mais les registres d'approvisionnement en matériaux disparaissent après 1863. Les témoignages d'ouvriers sont absents des archives municipales. Les registres d'accidents de travail, normalement méticuleusement conservés, n'existent pas pour ce projet. Et puis j'ai trouvé les plans des sous-sols, datés de 1866, 1 an après l'inauguration, montrant des systèmes d'eau que les photographies prouvent déjà en place. Des canaux intégrés en pierre taillés avec la même précision que j'avais vu sous des gares à travers toute l'ancienne Tartarie. Pas des infrastructures ajoutées, un système conçu dès l'origine. Je me suis ensuite tourné vers la gare de Lyon, officiellement construite entre 1847 et 1852, puis reconstruite entre 1895 et 1902. Je m'attendais à trouver des photographies montrant une démolition et une reconstruction complète. Ce que j'ai trouvé, c'était autre chose. Les photographies de 1855 et celles de 1900, placées côte à côte, révèlent quelque chose d'étrange. Les fondations sont identiques, les sous-sols sont identiques. La maçonnerie des étages inférieurs est identique. Seule la façade supérieure a changé. Les photographies de construction de 1900 ne montrent pas des ouvriers en train de bâtir. Elles montrent des ouvriers en train de peindre et de décorer. La chronologie officielle affirme qu'entre 1847 et 1852, en 5 ans, on a produit un réseau hydraulique souterrain, des fondations en pierre et une structure de 3 étages. L'analyse comparative montre que cela nécessitait plus de 15 000 m³ de pierre précisément taillée. Aucun registre de carrière n'existe. J'ai cherché les registres de construction de 1847 à 1852, disparus, officiellement perdus dans les incendies de la commune de 1871. Pratique. Les registres d'approvisionnement en matériaux existent pour la reconstruction de 1895. Ils montrent uniquement des matériaux décoratifs, pas de pierres structurelles. Les effectifs d'ouvriers documentés ne correspondent pas à l'ampleur structurelle. Et puis, il y a les sous-sols. Le système hydraulique présente des chambres de pression avec une précision géométrique. J'ai comparé ces chambres avec celles trouvées sous des gares du Transsibérien. Les mêmes ratios d'arcs, les mêmes profondeurs de canaux, le même espacement harmonique, à des milliers de kilomètres de distance, construits officiellement par des compagnies différentes, dans des nations différentes, à des époques légèrement différentes, mais identiques dans leur géométrie fondamentale. La reconstruction n'était pas une reconstruction, c'était une histoire de couverture. Mais une histoire de couverture pourquoi ? J'ai ensuite cartographié les dates de construction officielles des gares françaises entre 1837 et 1900. Le schéma qui est apparu était impossible.
12 gares majeures achevées entre 1885 et 1895, chacune prenant officiellement 3 à 5 ans. Mais les archives photographiques ne montrent aucune phase de construction, seulement des cérémonies d'achèvement. J'ai créé une visualisation temporelle, les dates de construction superposées à la disponibilité des preuves photographiques, des lacunes systématiques. La photographie existait, elle était utilisée pour documenter des projets mineurs, mais pour les terminaux majeurs, rien. Puis j'ai cartographié la distribution géographique. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. Des gares avec des caractéristiques architecturales identiques, achevées simultanément sur plus de 2000 km. La même précision architecturale, la même intégration hydraulique en sous-sol, le même niveau de détail ornemental. Les chiffres de la main-d'œuvre nationale documentée ne pouvaient pas soutenir des projets simultanés de cette ampleur. J'ai comparé avec les registres de la compagnie ferroviaire nationale. Les achats de matériaux sont insuffisants pour l'ampleur de construction documentée. Des plans architecturaux centralisés existent, mais aucune documentation d'adaptation régionale. Les photographies de construction existent pour des gares mineures. Elles disparaissent pour les terminaux majeurs. Pourquoi photographier la construction d'une petite gare régionale, mais pas celle d'un terminal parisien monumental? J'ai superposé ces emplacements de gares sur d'anciennes cartes. Les gares s'alignent avec d'anciennes cartes de peuplement tartare. Les systèmes hydrauliques en sous-sol se connectent à des réseaux d'eau souterrains préexistants. Des réseaux qui précèdent la formation de la compagnie ferroviaire. Pas construits pour les gares. Les gares ont été construites au-dessus d'eux, ou plutôt converties depuis eux. Ils ne construisaient pas des gares, ils convertissaient des structures existantes. Mais des structures existantes construites par qui? Ce qui m'a amené au sous-sol scellé. Gare d'Austerlitz, gare de l'Est, gare Saint-Lazare. Les registres officiels reconnaissent le scellement entre 1900 et 1910, mais ne fournissent aucune explication. J'ai présenté des demandes d'accès, refusées, motifs cités, instabilité structurelle. Des gares qui fonctionnent au-dessus depuis plus de 130 ans sont structurellement instables en dessous. J'ai trouvé des documents municipaux du début des années 1900 référençant la fermeture du niveau inférieur, le déclassement du système hydraulique et la restriction d'accès au sous-sol. J'ai superposé les plans. Ils montrent des escaliers scellés et des canaux remplis. Les études radar à pénétration de sol, là où elles sont disponibles, montrent des chambres intactes en dessous, scellées mais intactes. Les systèmes hydrauliques étaient fonctionnels depuis l'ouverture des gares dans les années 1840 à 1860. Soudainement jugés instables et scellés dans une fenêtre de 20 ans entre 1890 et 1910. Le travail de scellement montre plus de sophistication d'ingénierie que la construction documentée. J'ai trouvé des analyses de composition du ciment. Ciment Portland moderne sur un ancien mortier de chaux hydraulique. Les registres d'autorisation de scellement sont absents des archives municipales. Aucun registre d'incident de santé publique ou de sécurité justifiant la fermeture. Les rapports d'ingénierie des années 1880 à 1890 décrivent les systèmes de sous-sol comme étant en excellent état. Puis vient le scellement, sans justification, sans incident, sans explication. J'ai examiné la chronologie. 1890 à 1910, la même période qui voit le pic mondial de retrait des cartes tartares, des atlas, des encyclopédies, des textes géographiques. La même période qui montre des projets de restauration architecturale dans le monde entier qui ont supprimé ou obscurci les caractéristiques originales. Les éléments de toit ont été retirés. Les sous-sols ont été scellés, les registres ont été nettoyés, presque comme si quelqu'un effaçait méthodiquement les preuves de quelque chose qu'il ne voulait plus que nous voyions. Ce qui nous amène au réseau hydraulique lui-même, le système intégré reliant ces gares sous Paris, qui est exactement là où commence le chapitre suivant. J'ai tracé les canaux d'eau souterrains reliant les gares ferroviaires au système de la Seine. Ce que j'ai découvert, c'est que ces canaux précèdent la construction ferroviaire d'une marge inconnue. L'histoire officielle attribue les canaux aux aqueducs romains, mais l'analyse architecturale montre des méthodes de construction et une précision incompatibles. J'ai examiné les cartes du système d'égout du 19e siècle. Elles montrent des canaux d'eau d'origine inconnue reliant les sous-sols des gares. Les relevés d'ingénierie des années 1850 à 1870 décrivent les canaux comme « trouvés lors de l'excavation »,« but inconnu »,« pas construit »,« trouvé ». Les photographies de la maçonnerie des canaux montrent une coupe de précision au-delà des capacités romaines documentées. J'ai mesuré les gradients à partir des relevés d'archives. Précision de gradient constante de 1 contre 1000 maintenue sur plus de 15 km. Les murs de canaux en pierre montrent un lissage parfait, comme par une machine. Les chambres de pression intégrées suggèrent des connaissances en ingénierie hydraulique non documentées dans les textes européens jusqu'au XXe siècle. Les registres de construction de canaux n'existent pas, parce que les canaux précèdent la documentation. Les rapports d'ingénierie des années 1850 font référence aux canaux mais n'expliquent pas leur origine. Les rapports ultérieurs
après 1900, attribue les canaux à la construction romaine, sans preuves à l'appui, sans analyse comparative. Juste une affirmation. J'ai examiné la géométrie du réseau de canaux. Elle correspond au ratio harmonique trouvé dans les structures architecturales tartares. L'espacement des chambres de pression suggère une conception de résonance acoustique. Les schémas de flux d'eau indiquent un système conçu pour la distribution d'énergie. Pas pour le simple drainage, pas pour les eaux usées. Ces canaux transportaient de l'eau sous pression à travers un réseau intégré reliant plusieurs gares. Pourquoi auriez-vous besoin d'un système de pression d'eau reliant des gares ferroviaires? Pourquoi la précision géométrique? Pourquoi les chambres de résonance? Ces canaux n'étaient pas pour les eaux usées. Ils n'étaient pas pour le drainage. Ils étaient pour quelque chose que nous avons oublié comment reconnaître. Je me suis ensuite concentré sur les détails ornementaux des façades des gares, spécifiquement les motifs géométriques répétitifs qui apparaissent identiques sur des gares séparées par des milliers de kilomètres. J'ai photographié des éléments ornementaux en gros plan. Gare de Paris, gare de Lyon, gare de Marseille, ratios géométriques identiques. J'ai comparé avec des gares du Transsibérien. Continuité des motifs. Les détails des plans architecturaux révèlent une précision mathématique dans les éléments décoratifs. Pas d'approximation artistique, des ratios mathématiques exacts. Phi. Géométrie sacrée. Ratios incompatibles avec l'esthétique victorienne décorative. La précision de sculpture de pierre ornementale nécessite des tolérances CNC modernes. La répétition de motifs sur des distances continentales suggère un système de modèles centralisé au-delà de la capacité de communication et de fabrication du XIXe siècle. Les ratios mathématiques intégrés dans la décoration suggèrent un but fonctionnel, pas l'esthétique. J'ai cherché des livres de motifs architecturaux expliquant les conceptions ornementales. Il n'existe pas aucune correspondance entre architectes expliquant la standardisation des motifs. Le motif apparaît entièrement formé dans les premières gares sans développement évolutif, trop précis, trop aligné, trop parfait pour l'époque. J'ai examiné les ratios géométriques. Ils correspondent au système de géométrie sacrée trouvé dans les structures à travers les anciens territoires tartares. Les ratios correspondent aux fréquences harmoniques documentées dans l'architecture acoustique. Les motifs semblent encoder des informations en utilisant un langage mathématique incompatible avec la tradition décorative victorienne. Nous les appelons décorations, mais elles sont trop précises, trop cohérentes, trop fonctionnelles dans leur géométrie. Et c'est là que j'ai réalisé, nous appelons ces décorations. Mais si c'était des instructions, puis j'ai découvert le retrait systématique des éléments de toit des gares entre 1900 et 1920. Des flèches, des coupoles, des structures ornementales métalliques officiellement décrites comme girouettes et ventilation. J'ai trouvé des paires de photographies avant-après. Gares avec de hautes flèches métalliques dans les années 1880 à 1890. Les mêmes gares avec flèches retirées dans les années 1910 à 1920. Les registres municipaux autorisent le retrait de structures dangereuses. Dangereuses comment ? Les photographies des éléments retirés montrent un artisanat métallique sophistiqué incompatible avec une fonction décorative. Les structures métalliques retirées montrent une sophistication d'ingénierie suggérant un but fonctionnel. Des alliages métalliques spécifiques, des motifs d'espacement géométrique, des connexions de canaux intégrés au système hydraulique en sous-sol. Les structures s'alignent avec une précision astronomique et géographique. J'ai cherché les registres d'autorisation de retrait. Ils ne fournissent aucune justification d'ingénierie. Les éléments retirés n'ont pas été préservés ou documentés malgré leur valeur historique. La couverture médiatique contemporaine est absente malgré une modification architecturale majeure. Les spécifications techniques des structures retirées sont perdues. Pourquoi retirer ces structures? Pourquoi pendant cette période spécifique? Pourquoi sans documentation? J'ai examiné la chronologie du retrait. 1900 à 1920, la même période que le scellement des sous-sols, la même période que le retrait des cartes tartares. La même période que l'installation des réseaux électriques, les structures de toit correspondent aux descriptions de systèmes de collecte d'énergie atmosphérique tartare. L'alignement géométrique suggère une résonance harmonique avec les canaux d'eau en sous-sol. La chronologie du retrait coïncide avec le passage mondial des systèmes hydrauliques et atmosphériques à la dépendance au réseau électrique. Ils n'ont pas retiré des décorations, ils ont retiré de la technologie. Mais une technologie qui faisait quoi ? J'ai ensuite examiné la logistique de la main-d'œuvre pour la construction documentée des gares. Ce que j'ai trouvé était une impossibilité mathématique. Les effectifs d'ouvriers documentés, les quantités de matériaux et les délais ne peuvent pas produire les structures visibles en utilisant les méthodes de construction documentées du XIXe siècle. Les documents de contrat de construction montrent les effectifs d'ouvriers et les délais. Les registres d'approvisionnement en matériaux montrent des quantités de pierres insuffisantes pour les structures achevées.
J'ai effectué une analyse comparative avec des projets de construction moderne. Des structures équivalentes nécessitent des délais 10 à 15 fois plus longs en utilisant de l'équipement moderne. La construction de la gare de Lyon entre 1895 et 1902. 300 ouvriers documentés. Délai de 7 ans. A produit une structure en pierre multi, étage de 120 000 m² avec réseau hydraulique souterrain. L'analyse moderne montre qu'une structure équivalente nécessite plus de 2000 ouvriers et un délai de 15 à 20 ans en utilisant de l'équipement contemporain. Comment ont-ils fait cela? Comment 300 hommes avec des outils du 19e siècle ont-ils surpassé ce que 2000 travailleurs avec de l'équipement moderne peuvent accomplir? Les journaux quotidiens des ouvriers sont absents, les calendriers de livraison de matériaux manquent, la photographie de phase de construction est inexistante. Les documents de calcul d'ingénierie expliquant la méthodologie ont disparu. L'écart d'effectifs d'ouvriers suggère que les gares n'ont pas été construites, mais converties ou modifiées. Une main-d'œuvre minimale cohérente avec un projet de rénovation, pas une nouvelle construction. La compression du délai suggère l'héritage d'éléments structurels existants et l'ajout de caractéristiques cosmétiques du 19e siècle. Avant d'aller plus loin, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance que quelque chose de fondamental ne colle pas, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant, pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent réellement la vérité, l'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Les ouvriers ne construisaient pas, ils découvraient, ce qui m'a amené au-delà de la France. J'ai découvert des motifs architecturaux de gares identiques s'étendant à travers le réseau du Transsibérien. Les gares du Transsibérien, construites entre 1891 et 1916, montrent les mêmes sous-sols hydrauliques, les mêmes motifs ornementaux géométriques, la même précision mathématique, officiellement construites par des architectes différents, des compagnies différentes, des nations différentes. J'ai effectué une analyse photographique comparative. Des gares à travers Paris, Moscou, Vladivostok, Budapest, Constantinople. Continuité architecturale. J'ai superposé des plans, révélant des ratios géométriques identiques. J'ai comparé les systèmes de sous-sol, même dimension de canaux, même conception de chambres de pression, à des milliers de kilomètres de distance. Cohérence de motifs architectural sur une étendue de plus de 10 000 km, sans communication ou coordination, documentée entre les compagnies ferroviaires. Le chevauchement des délais de construction suggère la découverte simultanée de solutions techniques identiques. La correspondance de précision suggère une origine de conception unique, pas un développement indépendant. Comment des compagnies ferroviaires françaises, russes et ottomanes ont-elles produit une architecture identique sans jamais se parler? Comment ont-elles résolu les mêmes problèmes d'ingénierie de la même manière, exactement au même moment? Aucun registre d'échange architectural international. Aucune preuve de partage de plans entre les compagnies ferroviaires françaises, russes, ottomanes. Le motif apparaît simultanément sur les continents sans évolution développementale. J'ai superposé les cartes de distribution des gares sur les cartes territoriales tartares du XVIIIe siècle. Elles se superposent précisément. La continuité architecturale suggère un système d'infrastructures hérité s'étendant sur une étendue continentale. L'intégration du réseau hydraulique suggère un système coordonné précédant le développement ferroviaire national. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste les gares. C'était la Tartarie, ou du moins les échos de quelque chose comme ça. Ce n'était pas l'architecture française se propageant vers l'Est. C'était un système préexistant, étant réclamé, nation par nation, alors que chaque empire s'étendait. J'ai ensuite examiné les registres d'excavation de fondations de gares. Découvrant des références à structures inattendues rencontrées lors du creusement, maçonnerie préexistante incorporée et maçonnerie d'origine inconnue, des références qui disparaissent de la documentation ultérieure. Les rapports d'ingénierie des années 1840 à 1860 contiennent des phrases comme « fondation découverte » et « chambres existantes intégrées ». Les versions ultérieures des mêmes rapports avec les phrases supprimées, les photographies d'excavation, là où elles sont disponibles, montrent de la pierre travaillée précédant la construction supposée. Les notes de relevés géologiques référençant des caractéristiques architecturales anomales, les découvertes de fondations décrivent de la pierre taillée, des chambres géométriques et des canaux d'eau à des profondeurs incompatibles avec l'histoire de construction française documentée. La qualité de la maçonnerie dépasse les capacités documentées. Les structures ne montrent aucune altération malgré l'âge supposé. Comment trouvez-vous des fondations en pierre parfaitement taillées lors du creusement pour de nouvelles fondations? Comment expliquez-vous des chambres géométriques à des profondeurs où rien n'est censé exister? Pourquoi les structures découvertes montrent-elles une meilleure maçonnerie que ce que vous êtes censé construire au-dessus d'elles? Les rapports d'excavation originaux ont été remplacés par des versions nettoyées, supprimant les références de découverte.
La documentation photographique du travail de fondation est absente malgré être une pratique standard. Les rapports d'anomalies géologiques ont été retirés des archives municipales après 1900. Les fondations découvertes correspondent aux caractéristiques architecturales tartares, type de pierre spécifique, ratios de chambres géométriques, intégration hydraulique. La profondeur et la préservation suggèrent un enfouissement relativement récent. Des siècles, pas des millénaires, le délai de découverte suggère une mise au jour systématique d'un réseau d'infrastructures préexistants. Ils n'ont pas construit sur un terrain vide. Ils ont excavé des structures existantes, des structures qui avaient été enterrées. Récemment, j'ai ensuite tracé la transformation du récit historique. Comment les gares décrites dans les textes d'ingénierie des années 1850 à 1870 comme découvertes remarquables et structures existantes mystérieuses sont devenues terminaux ferroviaires, nouvellement construits dans les histoires post-1900. J'ai comparé côte à côte des journaux techniques des années 1860 à 1880 décrivant des structures rencontrées avec des livres d'histoire des années 1910 à 1930 décrivant des années 100-130. Réalisation de constructions ferroviaires, les changements éditoriaux dans les entrées d'encyclopédies entre les éditions, les changements de langage des journaux architecturaux de axés sur la découverte à axés sur la construction. La transformation narrative se produit pendant la fenêtre 1890 à 1920 sans nouvelles preuves. Les descriptions techniques antérieures disparaissent des citations. Les témoins contemporains et les ingénieurs dont les récits contredisent le nouveau récit ne sont pas cités dans les travaux ultérieurs. Pourquoi réécrire l'histoire sans nouvelles preuves? Pourquoi supprimer les citations des témoins oculaires? Pourquoi changer le langage de trouvé à construit? Les journaux d'ingénierie originaux deviennent de plus en plus rares dans les archives. Les éditions ultérieures montrent des changements éditoriaux sans reconnaissance. La correspondance entre historiens et fonctionnaires gouvernementaux concernant l'histoire officielle manque malgré les normes de tenue de registres bureaucratiques. La chronologie de transformation narrative coïncide avec le retrait de la Tartarie des cartes et des encyclopédies dans les années 1890 à 1920. Effort mondial simultané pour recadrer l'infrastructure découverte comme infrastructure inventée. Le changement de langage de trouvé à construit représente une révision historique délibérée, pas une évolution de la compréhension. Un remplacement, l'histoire n'a pas évolué. Elle a été réécrite, et la réécriture a suivi un motif, ce qui m'a amené à la chronologie catastrophique, preuve de coulée de boue dans les excavations de fondations de gares. Relevé géologique référençant des couches de sédiments récentes du XVIIIe au XIXe siècle. Et la construction de gares coïncidant avec des projets massifs de rénovation urbaine qui ont retiré 3 à 6 mètres de niveau de rue à travers les villes européennes. Les photographies d'excavation montrent une stratification de sédiments incompatibles avec un dépôt graduel. La documentation d'élévation du niveau de rue pour Paris, Moscou, Londres montre des changements d'élévation dans les années 1850 à 1890. Les fenêtres de sous-sol de gare qui deviennent des fenêtres de sous-sous-sol alors que les niveaux de rue montent. Les rapports d'anomalies géologiques décrivant un dépôt catastrophique récent. Les couches de sédiments montrant un dépôt rapide avec des caractéristiques d'inondation contenant des artefacts du XVIIIe au XIXe siècle. Le matériau organique dans les couches de sédiments montrant une mort récente. Les projets d'élévation du niveau de rue nécessitant le retrait de millions de mètres cubes de matériaux avec une documentation insuffisante de l'élimination. Les structures de sous-sol enterrées par des sédiments, puirées, excavées lors de la construction. Comment expliquez-vous des couches de sédiments catastrophiques contenant des artefacts récents? Comment justifiez-vous l'élévation de rues entières de plusieurs mètres sans nécessité technique? Où sont les millions de mètres cubes de matériaux excavés allés? Les relevés géologiques référençant des sédiments catastrophiques retirés des archives. Les justifications d'élévation du niveau de rue vague. Assainissement, modernisation, sans nécessité technique. Les registres d'élimination pour le matériau excavé sont absents malgré des quantités massives. Les registres d'événements catastrophiques manquent de la période malgré les preuves physiques. La chronologie de coulée de boue de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle coïncide avec l'effondrement de la civilisation tartare dans les registres historiques. La chronologie de construction des gares coïncide avec l'excavation et la réaffectation de l'infrastructure tartare enterrée. L'élévation du niveau de rue obscurcit l'architecture originale au niveau du sol, convertissant les premiers étages en sous-sol. Ce qui nous amène à ce qui se trouve en dessous, les chambres scellées, la technologie enterrée, l'infrastructure qu'ils ne pouvaient pas retirer, alors ils l'ont simplement couverte, ce qui est exactement là où commence le chapitre final. J'ai passé des mois à rassembler ces preuves, les sous-sols scellés, les structures de toit retirées, les niveaux de fondation enterrés, les contradictions du récit historique.
Les études radar à pénétration de sol, là où elles sont disponibles, montrent des chambres intactes sous les zones scellées. L'analyse comparative montre un motif mondial d'héritage et d'obscurcissement d'infrastructures. L'impossibilité chronologique complète devient indéniable. La main-d'œuvre documentée, les matériaux et les méthodes ne peuvent pas produire les structures visibles. La précision architecturale dépasse les capacités documentées. La coordination géographique est impossible sans modèle préexistant. La compression du délai de construction suggère la modification, pas la création. Le motif systématique de retrait de preuves devient clair. La documentation de phase de construction est absente. Les registres de découverte sont nettoyés. Les registres d'événements catastrophiques manquent. Les anomalies géologiques sont enterrées. Les récits d'ingénierie originaux sont remplacés. Les preuves de coordination internationale sont effacées. Un motif mondial cohérent suggérant une révision historique coordonnée. Ces gares représentent des nœuds dans un réseau d'énergie hydraulique atmosphérique tartare. Les canaux de sous-sol distribuaient la pression de l'eau. Les structures de toit collectaient la charge atmosphérique. L'ornement géométrique encodait des fréquences de résonance harmonique. Le système fonctionnait comme une infrastructure continentale intégrée jusqu'à une perturbation catastrophique, une coulée de boue, une réinitialisation, un événement que nous ne nous souvenons plus de nommer. Les puissances du 19e siècle ont excavé, réaffecté et revendiqué le système comme leur propre invention. Le scellement et le retrait représentent l'effacement d'éléments fonctionnels qui n'étaient plus compris. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie et la résonance atmosphérique comme un système intégré. Pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Un type d'ingénierie naturelle qui s'harmonisait avec le monde au lieu de le combattre. Peut être que le monde avant nous était bien plus avancé, avec un type d'ingénierie naturelle que nous ne comprenons plus. Ces gares n'ont pas été construites par la Troisième République, l'Empire russe ou le Sultanat ottoman. Elles ont été héritées de la Tartarie, un système que nous n'avons pas inventé, nous l'avons rétrogradé. Et qu'est-ce qui se trouve encore sous nos villes, scellé et enterré, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions? Cette enquête ne se termine pas ici, elle commence ici.